révolution dont j'ai vocation à traiter, faisant immédiatement suite à l'Ancien Régime, c'est en somme à partir de la normalisation de l'image du pouvoir dans l'Ancien Régime, et en particulier à travers le portrait royal, que se lie l'évolution et la rupture révolutionnaire. Partons de cette phrase apocryphe célèbre prêtée à Louis XIV, l'État c'est moi, qui en somme réalise une espèce de confusion, voire de fusion entre la figure qui a commencé à être abstraite de l'État moderne et la personne du roi. Ce standard qui prend ses racines un petit peu auparavant est fixé dans le portrait royal de type Rigaud qui vient d'être présenté et qui effectivement réunit le corps du roi, le corps physique du roi, mais paré de l'ensemble des régalias, donc couronne, sceptre, main de justice, etc., avec un certain nombre de variantes possibles. Dans la période moderne, donc à partir de la deuxième moitié du XVIIe en l'occurrence, ces figures royales sont répétées et déclinées selon les besoins du message, avec la présence d'allégories. C'est particulièrement vrai dans un exemple qui me venait spontanément à l'esprit, qui est la galerie des batailles de Versailles, où vous voyez une sorte de scansion des batailles de Louis XIV, avec à chaque fois une représentation, alors soit du territoire qui a été soumis, ou du royaume ou de la province qui a été soumise, et puis toute une série d'autres figures, qui sont des figures donc anthropomorphiques, allégoriques de la paix, de la bonté, de la bienveillance, de la force, de la justice, de l'équanimité, etc., etc. Et vous avez au cours du XVIIIe continuation de cette déclinaison d'une manière extrêmement codée, où vous comprenez en fait immédiatement de quoi il s'agit. Il s'agit de représenter le pouvoir politique et l'institution, entre guillemets, d'État, et de la mettre en scène en variant le message selon le destinataire, selon la situation et selon la qualité sur laquelle on veut insister. Alors, le système grammatical est pratiquement constant. Il y a évidemment un certain nombre d'évolutions et de déclinaisons. On remarquera par exemple que les représentations, les tableaux en particulier que l'on a de Louis XVI sont beaucoup plus débonnaires, beaucoup moins guerrières, beaucoup moins superbes que celles que l'on retrouve de Louis XV, de ses deux prédécesseurs, de Louis XV et de Louis XIV. Louis XV est évidemment déjà moins guerrier que ne l'était Louis XIV, Louis XIV étant le maximum du guerrier, pour ainsi dire. Vous aurez par ailleurs aussi, si vous pensez à la place des Victoires, toutes ces représentations d'un pouvoir quasi impérial, bâton de justice, figure augustéenne, etc., etc. Vous avez par ailleurs quelques antiformes ou antithèses qui viennent d'une certaine manière souligner la figure que je viens d'évoquer. Et je pense notamment à cette gravure ou ces gravures très fréquentes, très nombreuses, de l'exécution de Damien, le dernier régicide individuel, qui, comme le veut la règle de droit pénal en l'espèce, est écartelé après avoir tenté de porter atteinte à la vie de Louis XV. Alors dans une opération qui, en réalité, était assez ridicule, il l'a un peu blessé, mais ayant touché au corps physique du roi, il a atteint à travers lui le corps mystique, et cela justifie que son propre corps soit démantelé, soit en somme désuni, dans une sorte de reproduction de la désunion à laquelle il tentait de procéder en assassinant le roi vivant et en blessant indirectement le roi mort. Alors évidemment, le moment de la Révolution est un moment clé, puisque il est l'émergence, il marque l'émergence de, disons, la nation. La notion est extrêmement compliquée, extrêmement floue à ses contours au commencement, et celle-ci a au fond besoin de se distinguer à la fois de l'ancien et du présent, c'est-à-dire elle a besoin de se séparer du monarque,
puisqu'elle entend exercer elle-même la souveraineté qui lui était dévolue. Donc là, pas tellement de mystère. Donc ici, une gravure qui correspond en fait à la convocation et à l'ouverture des États généraux. Vous voyez qu'ici, nous fonctionnons dans un registre relativement classique, que l'on trouve aussi fréquemment au cours de la période moderne, c'est-à-dire qu'on a la figure du roi avec les signes qui le caractérisent. Donc on est en fait dans une déclinaison du modèle Rigaud, évidemment beaucoup plus naïf ici. Et en face, une foule qui constitue l'Assemblée en tant que cette Assemblée est, au départ de l'opération, une Assemblée intégrée dans le système monarchique. Vous avez de nombreuses représentations de ce type au cours du XVIIIe, notamment lorsque le roi est en face ou mis en face des parlements qui sont représentés à ce moment-là en foule, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'individualité, au fond, distincte de celle du roi. Mais ça, c'est évidemment uniquement le commencement de la période révolutionnaire, et assez rapidement, la question de la distinction va se poser, et il va s'agir on va plutôt assister à des tentatives qui sont des tentatives de substitution, au fond, d'autre chose à la figure du roi comme incarnation de l'État. Ici, pensez que dans les premiers temps de la Révolution, on a pas mal de gravures qui représentent l'Assemblée des États dans son ensemble, donc un cénacle relativement indistinct. Mais vous avez ici une scène qui correspond à l'un des échauffourées qui marque les premiers temps de la Révolution. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir émerger le personnage, alors est-ce que le personnage qui est ici au premier plan, et qui est en fait un membre de l'Assemblée nationale qui se met à genoux pour faire barrage de son corps contre la violence populaire. Donc on a là en somme une espèce d'émergence d'une alternative qui est finalement la figure du représentant, membre du souverain. Autre type de tentative que vous connaissez bien aussi et qui est en somme un second degré une seconde voie de distinction, c'est la sortie de la personnification, avec ici un document encore une fois extrêmement connu. Je vous l'ai mis pour que vous puissiez bien l'identifier. Ne vous dites cependant pas qu'il est le seul modèle. Vous avez ici, pour une déclaration postérieure, puisque vous voyez qu'elle a beaucoup plus d'articles que la déclaration de 1789, une autre interprétation de cela, où l'on cherche à sortir du corporel et à poser la loi, en somme, comme le siège ou le vecteur de l'État. Alors ici, vous voyez que cette figure, alors, je ne reviens pas sur la séparation par la lance sur laquelle l'arbre des batailles pourrait peut-être se superposer, mais sur les allégories qui sont de part et d'autre et qui sont des allégories de Cybèle, puisque vous voyez que sous les bras croisés, vous avez un grand nombre de seins, de mamelles, qui correspondent à des figures, des statues anciennes que l'on trouve notamment sur la côte turque, du côté d'Éphèse. Et donc c'est l'idée d'un État ou d'une puissance nourricière, en fait. Tout simplement. Cette tentative de dépersonnalisation, vous la retrouvez encore dans le déploiement d'un certain nombre d'allégories. Alors, bien entendu, ce sont des corps qui sont représentés, mais ce sont des corps anonymes qui sont, comme dans l'allégorie d'Ancien Régime, porteurs d'une valeur, mais d'une valeur qui n'est pas une valeur saignante, palpitante et vivante, mais plutôt une valeur calme, une valeur apaisée et impartiale, en somme, et que vous voyez ici spécialement indiquée comme la justice au pied de la loi étant la colonne qui est au-dessus. On trouve toutes sortes de choses du même genre. Là, c'est une autre déclinaison d'un système comparable de signification. Et parallèlement, vous trouvez,
je vais remonter un petit peu l'image ici. Vous trouvez un processus inverse de dégradation, au fond, de l'image du roi. Car là, en fait, c'est le roi dont il s'agit, dans les bras duquel se jette donc son épouse pour se protéger de la révolution qui est en cours. Mais ce roi est devenu quelqu'un d'assez quelconque, il n'est que l'époux de la femme qui se précipite dans ses bras, et la légende est ironique, puisque, bien entendu, ça n'est pas de son propre fait s'il pourra défendre cette femme contre les malheurs que prépare la Révolution. Vous noterez par ailleurs que c'est bien des malheurs de la Révolution qu'il s'agit, puisque vous avez à droite des têtes sur des piques et une femme qui est une femme du peuple, puisqu'elle est vêtue comme telle. Autre étape de dégradation du roi, ça c'est le roi Fuyard à Varennes. Vous le voyez ici avec le manteau rouge, pas bleu évidemment. La reine est au milieu. Nous avons une espèce d'inversion symbolique des allégories, puisque au-dessus sont figurées, alors ce sont en réalité des puissances institutionnelles, hein, ce sont les puissances autrichiennes et celles du pape, qui président en quelque sorte à la fuite du roi, mais ce roi Fuyard habillé en bourgeois n'est plus le roi, c'est-à-dire qu'il n'est plus Ludovicus Rex, il n'est plus que Ludovicus, et bien entendu, ce processus est définitivement achevé par sa décapitation, qui démontre qu'il est définitivement et complètement devenu mortel, parce que ce qu'il y avait d'immortel s'est séparé de lui à l'occasion de la Révolution. Ici, un processus qui peut aussi être mis en parallèle. Je vais grossir un petit peu l'image. Il s'agit de la mise en scène de la naissance de la Constitution. Donc on est à l'été 1791. Il y a plusieurs variations autour de ce thème. On en a une qui est assez célèbre, qui présente l'avocat et parlementaire Touret sur une grande chaise, en train d'accoucher au milieu de l'Assemblée nationale de la Constitution, puisque c'est à lui qu'on prête d'avoir mis la main principale au texte. Alors cette scène, c'est en fait une parodie évidemment d'un accouchement royal. La Constitution se trouve au milieu, il y a un petit phylactère ici qui indique que c'est bien de cela qu'on parle. Elle est un peu maigrichonne, ce qui est de mauvais augure, et la femme qui en accouche est une incarnation en fait de la nation, et de la nation au sens populaire du terme. Alors vous voyez que à gauche, le personnage qui se trouve en diagonale est affolé, donc c'est quelqu'un qui n'est pas partisan de ce qui est en train de se passer. On pourrait évidemment passer beaucoup de temps sur la déclinaison précise de ceci. Autre voie qui rejoint celle des tables de la loi ou celle de la déclaration des droits, l'objectivation. Vous avez à gauche, il s'agit en fait du serment à la Constitution en septembre 1791. Vous avez donc à gauche de l'image Louis XVI qui prête son serment, le dauphin et la reine sont à ses côtés, et il prête ce serment à la Constitution, qui est un document écrit sur un autel. Donc on continue d'utiliser la ressource des systèmes de croyances religieux pour soutenir l'abstraction que devient progressivement la loi, la Constitution. Autre tentative, là encore, qui correspond à une autre phase, une autre étape, qui est celle de l'entrée en guerre de la France et du reste de l'Europe. La question n'est pas de savoir ici qui a commencé, qui a raison et qui a tort, mais qui, dans la représentation de l'armée révolutionnaire et populaire, réincorpore en quelque sorte la nation d'une manière concrète et en fait le rempart de la France, et donc
la défenseuse, vous voyez en haut à droite, de la Déclaration des droits, c'est-à-dire de la loi comme substitut à l'État. Autre incorporation qui reprend là aussi un registre classique de l'imagerie chrétienne, il s'agit de la mort de Lepelletier. Lepelletier est un des députés de la Convention qui a été assassiné parce qu'il était député. Le détail n'est pas ici important, mais vous le voyez littéralement représenté dans une quasi-pietà, même s'il est soutenu par une jeune fille et non pas couché sur les genoux de la Vierge, mais il présente un corps meurtri qui est le corps du martyr. Or, ce martyr est membre du souverain et membre de l'organe souverain qu'est la Convention. La Convention étant, faut-il le rappeler là aussi, une constituante et non une constituée, c'est-à-dire qu'elle est le maximum d'expression de la souveraineté autonome de la nation. Je passe rapidement. Alors vous avez là, d'une manière anecdotique, un système allégorique de représentation de la Constitution française. Donc vous voyez qu'il y a une insistance sur le texte constitutionnel ou texte de loi, comme substitut à l'incarnation du pouvoir. C'est évidemment un peu caricatural, hein, c'est un dessin d'humour qui, en quelque sorte, cherche à accomplir la désincarnation, tout en faisant de l'État, finalement, à travers son législateur, encore une fois le lien avec le texte, avec l'écrit, l'archétype, en somme, du pouvoir. Vous voyez qu'il est quasi couronné, par ailleurs, ce qui n'est pas non plus tout à fait sans intérêt. Alors il est évidemment, du coup, une forme d'automate, ce qui n'est pas sans raisonner avec les théories d'un Sieyès, par exemple, qui fait du métier politique une fonction, c'est-à-dire qui inscrit sa lecture dans une forme mécanique de la construction institutionnelle. On a de nouveau des mouvements de personnification avec martyrologie ou exécration du corps de l'ennemi en face de la martyrologie du député blessé, du député mort. C'est par exemple le cas de Ferraud, dont la tête est présentée au président de l'Assemblée pendant une séance d'invasion de celle-ci par les sans-culottes. Ceci prend fin, pour ainsi dire, au milieu du directoire, à un moment où la figure du législateur et la question de la Constitution et de la loi comme centrale se décale au profit du personnage du citoyen soldat révolutionnaire vainqueur, qui va progressivement laisser la place au général révolutionnaire. Et vous savez évidemment comment cela se finit, c'est-à-dire que c'est bien un général révolutionnaire qui conclut la révolution. Or, à partir de ce moment-là, à partir de 99-1800, on va assister au contraire au mouvement inverse, c'est-à-dire la repersonnalisation du pouvoir dans la figure de Napoléon lui-même. J'ajoute que on peut, je ne vais pas le développer maintenant, mais on peut établir avec ce système iconographique un parallèle qui est celui du programme de la scène parisienne tout au long de la Révolution française. L'un des moments de bascule en termes d'image précisément, c'est le moment de la fête de la Fédération en juillet 1790, qui donne lieu à la venue des fédérés, en particulier des fédérés marseillais, et les fédérés marseillais vont se rendre à la Comédie Française. À la Comédie Française, ils ne veulent pas voir la pièce qui est au programme, ils réclament la pièce de Chénier qui s'intitule Charles IX. Et ils vont la faire jouer. C'est l'occasion pour le grand acteur Talma de commencer en somme à émerger. C'est le grand acteur de Napoléon et du début du XIXe siècle. Et il se décale, il se désolidarise de la compagnie des comédiens en acceptant de jouer. Et c'est un succès immense. Le problème, c'est que c'est Charles IX. Charles IX, c'est-à-dire le roi de la Saint-Barthélemy. Donc vous avez un processus, en somme, y compris sur le théâtre, y compris sur la scène du théâtre, de dissociation de la légitimité et de la figure du roi, ramené à sa condition d'homme sujet aux passions,
Et à l'autre bout, à la fin du directoire, vous avez un programme théâtral où se multiplie la situation, qui est presque une situation de théâtre de boulevard, dans laquelle le citoyen soldat révolutionnaire revient. Et elle se concentre tellement sur le moment du retour de l'Égypte que cette offre de spectacle est littéralement soit un appel, soit une critique, soit un dévoilement de ce qui est en train de s'accomplir, c'est-à-dire le fait que le modèle du héros législateur est progressivement évincé par celui du héros guerrier. Je vous remercie.